Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de réseaux de neurones artificiels pour prédire la propagation non linéaire d'une impulsion optique dans une fibre optique. Alors, ce travail a été fait en étroite collaboration avec Sonia Boscolo de l'Université d'Aston et j'ai également eu l'occasion de discuter à différentes reprises avec mes collègues, soit du laboratoire FENTO-ST, soit du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Alors, l'intelligence artificielle ou l'apprentissage machine, c'est un domaine en pleine expansion qui fait souvent la une des médias. Alors, ça peut être en raison des prouesses à différents jeux où il dépasse désormais l'humain. Ça peut être pour des technologies de reconnaissance de visage ou d'amélioration de photos. Ça peut être aussi dans le cadre des véhicules autonomes ou ça peut être dans le cadre de peur vis-à-vis d'utilisation militaire. Tous les grands groupes de multimédia ont investi lourdement dans ces technologies d'intelligence artificielle, mais en fait, tout à chacun peut commencer à utiliser des outils qui sont en libre accès. En effet, il y a des boîtes à outils, souvent en Python, qui ont été rendues publiques et qui permettent à chacun de commencer à travailler avec les outils de l'intelligence artificielle. Alors, derrière ce terme d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine, il n'y a pas une technologie qui est unique, il y a un grand nombre d'approches qui peuvent être assez différentes. Aujourd'hui, je vais avant tout parler d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire un apprentissage pour lequel on dispose initialement d'un certain jeu de données, et ce jeu de données va nous permettre de développer ce réseau de neurones. Parmi ces techniques d'apprentissage supervisé, c'est avant tout les réseaux neuronaux feed-forward que je vais essayer de vous décrire et de vous faire comprendre. C'est parmi les technologies les plus simples à appréhender. Alors, si on fait une recherche du nombre d'articles publiés qui associent le terme machine learning ou intelligence artificielle avec le terme optique ou photonique, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance exponentielle de ce nombre d'articles, notamment depuis 2017-2018, où le nombre vraiment de publications s'envole. Il y a un grand nombre de journaux qui, du coup, ont dédié, soit en 2020, soit en 2021, des issues spéciales sur ce thème de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on a aussi la chance d'avoir un grand nombre d'écoles d'été qui se met en place, ce qui permet vraiment de former toute une nouvelle génération d'étudiants, mais aussi des chercheurs un petit peu plus âgés qui veulent se mettre à ces techniques d'apprentissage machine. Alors ici, je vous ai mis les ressources de deux de ces cours ou écoles d'été qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Alors pourquoi optique et intelligence artificielle, ça marche si bien? Eh bien, c'est que ça va être une association gagnant-gagnant. La photonique va permettre d'apporter des nouvelles solutions tout optiques pour réaliser l'apprentissage machine, par exemple pour accélérer le temps de calcul ou bien pour réduire la consommation énergétique par rapport à l'électronique traditionnelle. Et de son côté, l'apprentissage machine, il va offrir des nouvelles approches pour pouvoir optimiser des composants photoniques ou des applications photoniques. Donc, que ce soit au niveau de composants, au niveau d'un signal, d'une image analysée, on a vraiment des apports mutuels qui peuvent se réaliser entre ces deux domaines. Alors je vais vous montrer déjà quelques exemples pour lesquels la photonique est utilisée dans le cadre d'apprentissage machine. Alors ça peut être un circuit ici où on a des multiples connexions qui sont en fait réalisées par des Mach-Zehnder optiques. Ça peut être aussi un dispositif où on utilise la diffraction à travers différentes couches, et ça va permettre de faire de l'apprentissage profond.
D'autres techniques se basent sur l'utilisation de longueurs d'onde multiples qui sont cohérentes et qui peuvent être délivrées par un micro-résonateur, et ça va faire autant d'entrées qu'on va pouvoir manipuler pour l'apprentissage profond. Et enfin, le dernier exemple que je mentionne sur ce transparent, c'est l'utilisation d'un micro-laser pour réaliser un neurone optique, un spiking neurone. Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport à tous ces usages des technologies optiques pour faire du machine learning, il y a des articles de review qui sont très bien réalisés et qui sont vraiment récents, qui vous permettront d'avoir vraiment l'aperçu parmi toutes les possibilités offertes par l'optique. Peut-être un exemple que j'aimerais vous donner, c'est cet exemple réalisé par le laboratoire FemtoST que je trouve particulièrement élégant, où on voit une structure tridimensionnelle de guides d'onde qui s'interconnectent pour réaliser un réseau neuronal optique. Alors maintenant, en quoi l'apprentissage machine peut lui apporter à la photonique? Eh bien, il y a deux domaines où cet apport semble assez évident, c'est le domaine des télécommunications optiques et le domaine de l'imagerie. L'apprentissage machine a beaucoup été étudié dans le cadre d'applications de reconnaissance. Donc que ce soit pour reconnaître un signal optique en présence de bruit, en présence d'erreur, ou bien pour reconnaître sur une image certains éléments, on voit clairement qu'on est ici dans le domaine naturel d'application des techniques d'apprentissage machine telles qu'elles ont été initialement pensées. Mais les applications de l'intelligence artificielle ne s'imitent pas à ces deux seuls domaines. Ainsi, elles ont été mises à profit également dans la conception de composants, et ce qui sera le cœur de cette présentation, dans l'analyse de l'optique ultra rapide. Alors, concernant la conception de composants, j'aimerais vous renvoyer vers deux articles de revue, un chez Nature Photonics, l'autre chez Advanced Science. Ils sont assez proches, donc vous choisissez le journal que vous préférez. Et j'ai pris ici une illustration tirée d'un de ces articles, où on voit clairement en quoi peut apporter l'intelligence artificielle. Les structures qu'on a étudiées sont de plus en plus complexes, et donc le temps de calcul qu'elles nécessitent, notamment si on désire réaliser la résolution des équations de Maxwell, des équations électromagnétiques, devient de plus en plus conséquent. Du coup, on va chercher à améliorer ce temps de calcul, en tout cas à le réduire, et pour cela, on va chercher à contourner les modèles traditionnels, les équations bien établies. C'est là où on va utiliser l'apprentissage machine, où un réseau neuronal va remplacer les modèles qu'on sait utiliser, qu'on sait résoudre, mais qui sont coûteux en temps de calcul. Donc, du coup, de ces structures complexes, on va pouvoir prédire les différentes propriétés de la lumière, que ce soit au niveau de sa phase, de son comportement spectral, spatial, ou de ses éléments de polarisation. Ça, c'est le premier aspect. Et il y a un aspect qui est encore plus intéressant, à mon avis, c'est l'utilisation pour réaliser le design inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, on se fixe les propriétés qu'on veut atteindre en sortie du composant, et on va fixer une allure grossière du composant, et l'optimisation des propriétés fines du composant pour atteindre la cible sera réalisée par un réseau neuronal. Donc ça, c'est beaucoup plus excitant, et on voit ici différents articles qui mentionnent de telles utilisations, que ce soit pour des problèmes à l'échelle nanométrique, pour des métamatériaux ou pour des structures photoniques en général.
Si on s'intéresse un petit peu plus à la fibre, là quelques exemples où les techniques de machine learning ont été appliquées soit pour des fibres multicœurs, soit pour des fibres multimodes, ou bien encore pour des fibres à cristaux photoniques. On sait résoudre généralement tous ces problèmes. Là, on arrive à avoir plus de vitesse grâce à l'intelligence artificielle. Alors nous, qu'est-ce qui nous intéressait? Eh bien, le problème qu'on a choisi d'étudier, c'est l'évolution d'une impulsion lors de sa propagation dans une fibre optique et voir de quelle manière on pouvait espérer des améliorations grâce à des réseaux neuronaux. Alors, je précise qu'à la base, qu'aussi bien Sonia Boscolo ou bien moi, on vient du domaine de l'optique non linéaire et on utilise les ressources de machine learning comme outil. On n'est pas des spécialistes de machine learning qui étudions un problème d'optique non linéaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un tel problème? La fibre optique, elle va se propager, l'impulsion optique va se propager dans la fibre. Elle est ultra brève, donc elle va subir l'effet de la dispersion. Elle va également subir l'accumulation des conséquences de la non-linéarité Kerr de la silice. Et enfin, dans cette fibre, on peut aussi avoir des pertes ou du gain optique. Alors, pour prendre en compte tout ça, le modèle traditionnel, c'est l'équation de Schrödinger non linéaire qui s'attache à décrire l'évolution du champ optique. Si on augmente le nombre d'effets, eh bien, on va aboutir à l'équation de Schrödinger non linéaire qui va prendre en compte les effets linéaires d'ordre supérieur, les effets non linéaires d'ordre supérieur et éventuellement des effets multimodes, des effets de polarisation à travers des équations couplées. Alors, ce qui est bien, c'est que cette équation, ce type de modèle, il ne s'applique pas uniquement aux fibres optiques, on peut aussi l'appliquer à tous les guides d'ondes, notamment ceux qui sont monomodes. Alors, revenons à notre modèle le plus simple, l'équation de Schrödinger non linéaire avec un terme de gain ou de perte. Eh bien, on voit que rien que pour la fibre, on a déjà 4 variables qui interviennent. Et si on regarde les degrés de liberté au niveau de l'impulsion initiale, eh bien, on double le nombre de variables, ce qui fait qu'on se retrouve déjà à un espace à 8 dimensions qu'il va falloir éventuellement explorer. Alors, on peut quand même réduire le nombre de paramètres grâce à des règles de dimensionnement. C'est des règles de symétrie d'équation de Schrödinger non linéaire. Donc, ça réduit quelque peu la complexité, mais on conserve un problème à un grand nombre, à plusieurs dimensions, ce qui fait que suivant la combinaison qu'on choisira, on pourra avoir en sortie des formes d'impulsion qui peuvent être très différentes, des durées temporelles ou spectrales qui peuvent varier énormément. Et si on veut trouver vraiment la bonne combinaison pour un bon objectif, eh bien là on risque de devoir faire tourner l'ordinateur pendant un long moment pour qu'il trouve cette solution. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a cherché à utiliser un réseau neuronal. Et je vais maintenant vous expliquer un petit peu, avec un petit peu plus de détails, comment ça fonctionne ce réseau neuronal en partant du neurone artificiel qui, bien sûr, cherche à mimer le neurone biologique. Alors, le neurone artificiel, eh bien, il se base sur des entrées, donc ici notées X. Ces entrées, elles vont être pondérées. Donc, on a des poids, ici noté TW, et on a aussi un biais. Et en combinant poids-biais, combinaison linéaire, on va obtenir la sortie. Mais entre les deux, il y a quand même une petite opération à réaliser, c'est ce qu'on appelle le passage à travers la fonction d'activation, qui peut être linéaire, mais qui bien souvent est avant tout non linéaire. Donc ici, deux exemples de fonctions d'activation. Et du coup, on voit que mathématiquement,
eh bien, notre sortie, c'est la combinaison linéaire de nos entrées, pondérées par différents coefficients W et un biais, qui passe dans la fonction d'activation. Et voici l'exemple d'un neurone optique qui est fait par un élément Mach-Zehnder. On va pouvoir ajuster les poids en jouant ici sur les déphasages entre les deux bras. Alors, vous n'avez pas un seul neurone et le cerveau contient tout un réseau de neurones. Eh bien, dans l'apprentissage machine, ce qu'on va utiliser, c'est un nombre de neurones qu'on va répartir sur différentes couches, les différentes couches étant connectées l'une à l'autre. Et on peut, encore une fois, exprimer le résultat de manière assez simple en fonction des couches précédentes, des neurones des couches précédentes, des fonctions d'activation. Et comme ce type de formulation est assez simple, il se programme bien en Python. C'est pas grave si vous ne connaissez pas Python, vous pouvez utiliser MATLAB qui est aussi assez efficace pour traiter ce genre de problème. Et du coup, maintenant, vous comprenez un petit peu cette structure de Mach-Zehnder imbriquée qui forme les différentes couches. Alors, vous avez, j'espère, presque maintenant tout compris sur ce qu'est un neurone et un réseau de neurones. Il reste juste à comprendre comment, en pratique, on va le faire marcher. Eh bien, en pratique, tout va partir d'une collection de données. Les données dans l'apprentissage supervisé, c'est ce qui est essentiel. Donc, on part d'un ensemble d'entrées et de sorties qu'on connaît et on va les utiliser comme référence. Ensuite, on procède à une petite normalisation juste pour adapter au mieux ces données. Ça, c'est une étape un petit peu plus technique. Et la phase d'apprentissage en elle-même, eh bien, c'est elle qui va nous trouver les meilleurs coefficients de poids et de biais à appliquer. Ces coefficients de poids et de biais, ce n'est pas l'utilisateur qui va les rentrer. Lui, il n'en a aucune idée. C'est le logiciel, c'est la toolbox qui va les chercher pour lui à travers différents algorithmes, comme des algorithmes de descente de gradient, qui va chercher à optimiser l'ensemble de ces coefficients pour faire correspondre les entrées aux sorties. Donc il va trouver la combinaison statistiquement la meilleure pour faire ce match entre entrée et sortie. C'est tout l'intérêt de ces toolbox qui sont disponibles et qui font ce travail avec une plus ou moins grande efficacité. Une fois que vous avez votre réseau neuronal, vous cherchez quand même à le valider. Pour ça, vous vous êtes mis de côté dans vos données initiales un certain nombre de données que vous n'avez pas utilisées à l'apprentissage et vous vérifiez que sur des données initialement inconnues, eh bien, votre réseau neuronal est bien capable de prédire le résultat. Et quand vous avez vérifié tout ça, eh bien, c'est tout bon, vous êtes prêt à l'utiliser. Alors, tout ce processus, j'ai fait l'expérience avec différents étudiants de licence de physique sans aucune compétence en apprentissage machine. En quelques jours, ils étaient capables d'assimiler ces différentes étapes et d'utiliser un réseau neuronal pour réaliser la prédiction d'une figure de diffraction de Fresnel. Alors, revenons maintenant à notre problème qui concerne l'équation de Schrödinger non linéaire, la propagation non linéaire. Eh bien, on a cherché à vérifier que si on rentre nos paramètres de propagation, eh bien, on est capable d'avoir un réseau neuronal qui nous donne l'intensité temporelle et l'intensité spectrale. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en dispersion normale, on reproduit très bien le profil d'intensité temporelle et de même en dispersion anormale. Et si on s'intéresse au comportement spectral, eh bien, ça marche également très bien. On a un très bon accord, même si on regarde les résultats sur plusieurs décades. Donc on peut essayer de quantifier l'erreur à travers un facteur de misfit
et on voit que cette erreur est bien en dessous de 0,05. Généralement 0,05, on est content quand on arrive à une erreur aussi faible. Donc ça marche très très bien. Il y a une capacité prédictive de notre réseau neuronal qui est excellente une fois qu'on l'a entraîné sur des données connues. Alors on a essayé de voir aussi, est-ce qu'on conserve cette capacité quand on prend en compte un chirp initial? Eh bien la réponse c'est oui. Et le réseau neuronal est capable de nous prédire dans le domaine temporel la génération d'impulsions à profil parabolique ou d'impulsions avec un profil aplati, et il est capable de prendre aussi bien en compte des élargissements spectraux que des phénomènes de compression spectrale. Et là encore, eh bien, l'erreur obtenue est extrêmement réduite. Alors, que se passe-t-il si maintenant on ajoute des gains ou bien des pertes? Eh bien, on conserve une excellente faculté de prédiction des résultats. On voit que l'accord est vraiment bluffant. On peut même avoir un accord sur une échelle logarithmique sur plusieurs décades. Alors, pourquoi avoir fait tout cela? Eh bien, l'avantage du réseau neuronal, c'est qu'il est extrêmement rapide. Donc quand on a un espace assez large à explorer, si on voulait faire une exploration systématique en partant de l'équation Schrödinger non linéaire, ce serait possible. C'est juste qu'il nous faudrait par exemple une journée pour réaliser 100 000 simulations. Bon, c'est déjà efficace. Si on utilise un réseau neuronal, eh bien ces 100 000 simulations, on les réalise en moins d'une minute. Donc on a vraiment on gagne 2 ordres de grandeur sur le temps de calcul. Ici, on va pouvoir comme ça scanner vraiment des zones de paramètres beaucoup plus larges et beaucoup plus rapidement. Et du coup, on va pouvoir trouver la meilleure association à mettre en œuvre pour réaliser par exemple une cible bien déterminée. Alors, quelque chose qui nous a paru également intéressant, c'est de résoudre le problème on connaît le profil temporel, le profil d'intensité, et on veut retrouver les paramètres de propagation. Donc là, c'est quelque chose que l'équation de Schrödinger ne permet absolument pas. Donc on a regardé ce qui se passait si on mettait les profils d'impulsion obtenus en sortie quand on part d'une impulsion gaussienne, et on voit qu'on arrive à retrouver la bonne combinaison qui permet de générer le profil de sortie. On n'a quasiment pas d'erreur, les erreurs interviennent juste quand le niveau de non-linéarité est insuffisant. Vraiment, là on a une capacité de prédire les conditions initiales qui est assez bluffante dans le cas d'une gaussienne. Si on change la forme et qu'au lieu d'une gaussienne on utilise une impulsion séquente hyperbolique, eh bien là on a des choses un petit peu plus particulières qui apparaissent, et notamment des erreurs dans le régime avant tout anormal. Et ces erreurs, c'est pas une insuffisance du réseau. En fait, on peut les interpréter physiquement. On voit qu'on a des erreurs autour de n égale 1, que notre réseau n'est pas capable de prédire correctement la distance normalisée. Et pour le comprendre, il suffit de repenser au fait qu'une impulsion séquente hyperbolique, quand n égale 1, eh bien c'est avant tout un soliton, et que la propriété fondamentale du soliton, c'est de se propager sans changement du profil d'intensité ou du profil temporel. Donc du coup, quelle que soit la distance de propagation, on aura la même forme. C'est tout à fait normal que le réseau neuronal soit incapable de retrouver la distance. De même, quand on est à n égale 2 ou à n égale 3, dans ce cas-là, on a un comportement oscillant, on a un comportement périodique du soliton d'ordre supérieur, ce qui va aussi induire le réseau neuronal en erreur. Néanmoins, eh bien, le réseau neuronal, on a pu vérifier qu'il était capable de retrouver la forme initiale. Donc on a mélangé pour ça différentes formes d'impulsion initiale, et en sortie il y a quasiment
quasiment aucune erreur qui est réalisée. Alors, si on utilise un coefficient de chirp, les résultats restent de très grande qualité. Et si maintenant on utilise du gain, si on introduit du gain dans notre système, on voit qu'on a toujours cette capacité à retrouver les conditions initiales, sauf qu'on a un petit peu plus d'erreurs quand on arrive avec du gain et des distances de propagation plus significatives. Donc là, on voit une augmentation du nombre d'erreurs. Et si on essaie de retrouver la forme initiale, on a là aussi, dans cette même zone, un nombre d'erreurs qui est plus important. Et là encore, ce n'est pas une faiblesse du réseau neuronal, on peut l'expliquer par la physique de la propagation d'une impulsion lumineuse dans une fibre avec gain. Parce que quand on arrive à une distance de propagation qui est significative, eh bien, on a un comportement d'attraction vers un similariton optique, et ce similariton optique a comme propriété de ne plus dépendre de la forme initiale. Donc là, encore une fois, les limites, elles sont avant tout physiques et pas forcément à attribuer à une mauvaise programmation du réseau neuronal. Donc ces réseaux neuronaux, eh bien, on a pu les utiliser dans d'autres configurations, par exemple, pour étudier des combes, donc des peignes de fréquence, avec, dans ce cas-là, un comportement périodique dans le domaine temporel. Et encore une fois, on a des résultats extrêmement satisfaisants. Et ce qu'on a également étudié, où on a mis en contribution ces réseaux neuronaux, c'est pour étudier le mélange paramétrique qu'on peut avoir dans une fibre. Alors là, c'était une étude expérimentale, c'est-à-dire qu'on a utilisé des données expérimentales pour entraîner notre réseau. Donc voilà un jeu de données typique, des données prises totalement au hasard. Et à partir de jeux de données, eh bien, le réseau neuronal entraîné est capable de nous trouver de manière extrêmement propre les différents portraits de phase qu'on peut avoir lors de ce processus. Donc là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, ici, c'est quelques autres exemples très récents. On voit qu'il y a une certaine ébullition autour de ce sujet. Alors, les études, c'est des études de 2020-2021. Certaines fois, c'est juste utiliser de nouveaux algorithmes, de comparer les différentes méthodes d'apprentissage. D'autres fois, notamment cet article en Physical Review, c'est des approches qui sont très différentes et parfois très puissantes. Je ne peux pas terminer cette présentation sans citer les travaux qui sont effectués autour de l'équation de Schrödinger sous sa forme généralisée, qui sont ces travaux menés à FemtoST, notamment par John Dudley, qui lui s'intéresse plus à l'aspect supercontinuum et à l'aspect génération d'impulsions extrêmes. Et dernier mot, c'est sur l'utilisation de ces différentes techniques d'apprentissage machine dans le cadre de lasers intelligents. Alors, ça peut être pour un aspect prédictif, ou bien ça peut être pour un aspect expérimental. C'est surtout cet aspect qui s'est développé qui a généré le plus d'intérêt. Et là, ce n'est pas forcément des réseaux neuronaux qui ont été impliqués, c'est avant tout des algorithmes génétiques qui ont été mis en œuvre et qui ont permis de trouver les meilleurs paramètres pour moduler les lasers. Donc là, encore une fois, je vous invite à jeter un coup d'œil. Alors, ce n'est pas un article de review, c'est un article News on View qui est paru très récemment dans Life Science and Application. Pour conclure, l'apprentissage machine modifie rapidement les possibilités de l'optique guidée et de l'optique ultra rapide. On a beaucoup de déclinaisons possibles, des plus simples aux plus élaborées, et ces techniques permettent vraiment d'accélérer les recherches de solutions, que ce soit sur des bases théoriques ou bien sur des bases expérimentales, et on n'est qu'au balbutiement de ces différentes approches. On a encore beaucoup de possibilités à explorer et à libérer. Donc je vous remercie.